On a le plaisir de vous parler d'une expérience qu'on a menée il y a un peu plus d'un an avec Anna sur la question de la mise en place d'une expérimentation sur l'analyse de nos données de sinistralité en santé et en prévoyance sur plusieurs années. Donc c'était un gros travail sur les données et on va vous remontrer un petit peu le contexte de ce dispositif, toutes les questions qu'on se posait initialement avant de mettre en place le sujet et les résultats qu'on a pu avoir. Alors, belle question. Pourquoi la data science pour la prévention santé-prévoyance que tu veux compléter? Non, c'est très bien. La data science est utile pour beaucoup de sujets, effectivement, et pourquoi pas la prévention. Alors, le contexte du POC, de cette expérimentation qu'on a menée, il s'inscrit dans tous les dispositifs qu'on met en place pour nos partenaires et notamment pour les branches professionnelles. On a un dispositif qui s'appelle Entreprise Territoire de Santé qui encadre et qui propose des dispositifs d'études, d'analyse des risques à nos entreprises. Et moi, j'ai la chance de piloter la démarche pour les branches sur notamment la mise en place du degré élevé de solidarité. Donc, on accompagne 68 branches aujourd'hui et on leur propose des outils dédiés. L'idée, c'est qu'on met en place un dispositif de prévention quand on a connaissance et quand on a la compréhension des risques que l'on peut observer au sein d'une branche professionnelle, avec la compréhension aussi de l'impact de sa démographie, de ses métiers. Donc, c'est des données qu'on a beaucoup plus fortement dans les analyses issues de la prévoyance, mais il y a des choses très intéressantes qu'on peut mettre en place sur la santé. Donc, la plupart des assureurs, je pense que vous êtes beaucoup à avoir mis en place des projets sur la data science et tout le travail sur le big data autour de l'analyse de la fraude, de l'analyse des résiliations. Donc, nous, c'était changer un peu le paradigme et regarder en fait ce qu'on pouvait tirer de nos données en matière de prévention, comment, au-delà de tous les dispositifs d'analyse statistique traditionnels qu'on avait pu mettre en place, on pouvait un peu changer le registre, changer les perspectives et les dispositifs. Donc, je vous le disais, chaque branche qu'on accompagne, elle met en place, on lui propose de mettre en place un dispositif d'analyse et d'étude de sa sinistralité, et c'est dans ce cadre qu'on a mené l'expérimentation. Alors, les questions qu'on se posait, qu'on a posées à Anna avant de lancer le POC, c'était finalement, quand on a une branche d'activité donnée, hein, nous on assure des branches où il y a, je pense à une branche comme celle de la cordonnerie, il y a quelques milliers de salariés, et puis on a des très très grandes branches, hein, les hôtels, cafés, restaurants, les bureaux d'études techniques, où on est avec d'autres assureurs, et qui ont là bien sûr un potentiel de données, de granularité qui est très différente d'une branche à l'autre. Donc, en quoi dans l'analyse des données qu'on pouvait avoir, on peut déceler des atypies dans le profil d'une CCN, corriger bien sûr des effets de la démographie. En quoi aussi toutes ces analyses préalables vont pouvoir piloter les actions de prévention qu'on va mettre en place. Et bien sûr, au final, les actions de prévention, c'est les partenaires sociaux qui les choisissent. Donc c'est à nous de faire des recommandations les plus pertinentes possibles face à ces analyses. Et puis, il y a la question, bien sûr, des risques professionnels. Les risques professionnels, je pense à des branches où l'exigence physique des métiers est très importante. Comment on peut appréhender la montée en puissance des troubles musculo-squelettiques, comment on peut le voir dans notre consommation santé, comment aussi l'analyse des troubles anxieux dépressifs pourrait être anticipée dans l'analyse de la consommation et du suivi santé. Et comment donc on aurait des signaux faibles qui nous permettraient de mettre en place des dispositifs de prévention plus pertinents et de confirmer aux partenaires sociaux les intuitions qu'ils peuvent avoir sur tel ou tel dispositif. La question aussi de la construction d'indicateurs prédictifs, comment on se projette en fait dans l'avenir avec l'évolution et le vieillissement de certains secteurs d'activité qui a été très marqué avec le contexte économique. Il y a des branches qui ont arrêté quasiment de recruter depuis 2008 et donc ça s'est traduit par une évolution très marquée de leur pyramide des âges. La question aussi des risques lourds, hein, comment on fait le lien entre santé et prévoyance, hein, quand on a la chance d'avoir des assurés qui sont couverts sur les deux risques,
et qu'est-ce qui, à travers la consommation de santé, nous permettrait d'anticiper des arrêts de longue durée et inversement, quels sont les niveaux de consommation qui pourraient nous donner et nous éclairer sur ces éléments. Et puis un point très important aussi pour les partenaires sociaux, c'est en quoi la complémentaire santé réduit les inégalités sociales de santé au sein d'une branche et comment on arrive à le démontrer sur la durée. Donc voilà le cahier des charges et le tableau qu'on avait donné à Anna pour commencer la mise en place du POC. Alors juste, mettez bien le micro sur le menton, ouais, c'est l'idéal, merci. Donc, face au cahier des charges, assez ambitieux et riche, on doit trouver, quand on travaille dans la data science, on doit trouver des angles d'attaque qui doivent permettre de dégager des résultats opérationnels le plus rapidement possible. On en parlait avec certains d'entre vous. Aujourd'hui, beaucoup de projets data science se lancent dans des projets plutôt longs de collecte de données et s'engouffrent dans des effets tunnels dans lesquels il est très difficile de montrer la valeur qui est générée par les données collectées. Ici, nous sommes sur un sujet extrêmement métier, très opérationnel, donc l'objectif n'était certainement pas de s'enfoncer dans une analyse technique des données. Donc, on a commencé par prioriser les enjeux business pour pouvoir mettre en place une stratégie de modélisation qui permette de dégager des éléments tangibles et opérationnels le plus rapidement possible. Ce qui n'était pas dit, c'est que le projet devait être, la contrainte, c'est que le projet devait être mené dans un temps record de moins de 3 mois, comprenant la collecte et l'analyse des données, la mise en place des algorithmes, la restitution des résultats, leur interprétation et leur transformation en quelque chose d'opérationnel avec les différents experts métiers autour de la table. En sachant que parmi les experts métiers impliqués, on avait bien évidemment la direction des branches, mais aussi la direction médicale et évidemment la question des risques, puisque nous sommes ici sur des données santé individuelles à l'origine, dans la base de données, même si la restitution des résultats se fait par branche à la sortie des analyses. Juste pour compléter sur cette question des risques, c'est extrêmement important puisque quand on fait de la data science au sein du monde assurantiel, c'est très différent d'autres secteurs d'activité que j'ai pu connaître. On est complètement piloté, contrôlé par les directions des risques. Toutes les données sur lesquelles on a pu travailler, on avait l'engagement d'effacer nos bases et nos travaux 3 mois après l'arrêt des travaux. Donc ça signifie qu'on est dans un univers contraint, un univers dans lequel on doit s'insérer et on doit convaincre l'ensemble de ces acteurs qu'avant même de commencer, il y a des potentialités extrêmement fortes sur les sujets qu'on va couvrir et que ça vaut le coup d'y aller. Donc c'est des acteurs à part entière à mobiliser. Donc, nous priorisons les sujets. L'objectif est d'identifier des risques individuels pour colorer les dépenses santé des différents secteurs d'activité. C'est de piloter aussi la sinistralité, et la sinistralité lourde, notamment en termes de prévoyance, de mettre en lien les consommations santé et prévoyance, et de montrer qu'il est possible de générer de la valeur avec l'approche data science et de le démontrer assez rapidement. Donc, nous proposons de cibler le sujet. Et le sujet peut se résumer à un use case qui consiste, d'une part, à identifier des typologies de comportements de consommation santé, c'est-à-dire un ou plusieurs types de prestations santé consommées sur un temps donné. Nous sommes sur des risques plutôt longs, donc on est sur un historique de 5 ans de consommation santé, ce qui n'est peut-être pas suffisant pour couvrir l'ensemble des risques santé. On en est bien conscient, mais on se concentre déjà sur ces risques-là. L'objectif, une fois que nous avons identifié ces comportements de consommation santé, est d'identifier les liens avec les risques lourds en prévoyance pour pouvoir mettre en perspective les profils des différents secteurs d'activité. Le tout
sur une plateforme Big Data que Malakoff Médéric vient de mettre en place et qu'il faut tester en interne. Et là, on s'attaque au projet. Une fois que le use case est identifié, on commence par collecter les données. On se rend compte que ce sont des données extrêmement lourdes. Et peut-être pour compléter, donc, environ 100 millions de lignes sur la santé, c'est 20 millions de lignes en prévoyance sur 5 ans. C'est vous dire l'ampleur des analyses, l'ampleur aussi du choix en fait, des données qu'on a analysées et du ciblage préalable qui a été fait par Nadia et ses équipes pour arriver à une analyse pertinente sur 3 mois. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on a autant de millions de lignes, quand moi je fais des analyses sur un secteur en particulier, ça tourne. Hein, les données, elles tournent pendant une demi-journée, une journée. Donc, on est quand même sur un traitement de données long et qui peut être assez laborieux pour les équipes de la DSI qui travaillent avec nous sur ces sujets. En sachant que ce sont des traitements lourds de une journée pour des opérations extrêmement simples. Exactement. Alors qu'ici, vu la problématique, nous décidons de mettre en place une stratégie algorithmique qui est très spécifique et qui est en soi lourde et nécessite des outils de traitement de données très spécifiques qu'on met en place exprès chez Malakoff Médéric. Donc, nous sommes sur l'ensemble des bénéficiaires santé, comme on a dit, des centaines de millions de lignes de prestations sur 5 ans, et sur tous les types de prestations, toutes les natures de prestations, et sur tous les secteurs d'activité. Donc nous attaquons le sujet sur l'ensemble du périmètre pour regarder sur quoi on peut se concentrer là-dedans. Nous avons 2 sources de données, les données santé et prévoyance, dans 2 systèmes d'information différents, en silos, qui ne sont pas intégrés et qui n'ont jamais été intégrés auparavant. Si je me souviens bien, les premières questions étaient quel est le nombre de bénéficiaires qui ont les 2 contrats. C'est une question qui n'a jamais été vue. En tout cas, vu sur 5 ans, hein, on croise les bases sur 1 an, mais sur 5 ans, on n'avait jamais fait l'exercice de voir au final combien de bénéficiaires ont des données suffisamment robustes et avec cette historique et cette profondeur de champ pour mener l'analyse. En sachant que, bien évidemment, l'intersection des deux mondes permet de mettre en évidence des biais qui sont directement mis en avant et, disons, pris en compte, compensés lorsque c'est nécessaire, et en tout cas, identifiés pour une bonne interprétation des résultats. Voilà. Notamment pour vous donner quelques exemples, bien évidemment, si nous sommes sur de l'analyse des consommations santé sur 5 ans et qu'on prend l'intersection avec le décès en prévoyance, on se rend compte que lorsque le décès intervient au milieu des 5 ans, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre cet individu pour faire les analyses de sa consommation santé, puisqu'il n'est pas représentatif de ce type d'analyse. Donc ça élimine des seniors. Sans situation aussi dramatique, un départ de l'entreprise sûr, occasionne le même phénomène. Oui, pardon, je suis un peu négative. On travaille beaucoup sur la santé, le cancer et les décès, donc j'ai l'habitude, mais arrêtez-moi. Et dernière contrainte est une contrainte purement technique. La plateforme n'a pas encore été exploitée. Il faut qu'elle soit rodée. Il faut que les langages de programmation utilisés soient adaptés et aux données à la plateforme. Et comme on l'a dit, les méthodes d'analyse choisies pour ce type d'approche sont très spécifiques. Je reviendrai dessus. Donc à tester. Donc nous commençons par prendre l'ensemble des données santé et nous utilisons une combinaison de méthodes qui permet de mettre en évidence des typologies et des atypismes de consommation sur l'ensemble de la population. Une des méthodes qui est comprise dans l'analyse de ces données s'appelle NMF pour ceux qui connaissent un peu. C'est une méthode que nous avons plutôt l'habitude d'utiliser dans l'analyse des pathologies
en médecine, en prenant en compte notamment l'ensemble du génotype des patients pour identifier des combinaisons de gènes qui vont alimenter les différentes typologies pour une seule et même maladie. C'est comme ça qu'on peut identifier que les diabètes, il n'y en a pas 3, mais 5 par exemple. Voilà. Donc il y a pas mal de publications de recherche qui parlent de ce type de méthode. Et nous avons décidé d'employer cet algorithme-là, puisque ça permettait d'avoir une approche sans a priori sur les différentes composantes, sur les différentes typologies de consommation santé, ce qui va à l'encontre des habitudes de travail, c'est-à-dire que ce ne sont pas des experts métiers qui proposent des hypothèses que les statisticiens vont vérifier dans les données. On procède à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait émerger des données, ces différentes typologies, pour qu'elles soient interprétées par les experts métiers. Et donc la deuxième étape consiste à prendre ces différentes composantes qu'on définit comme une prestation ou un ensemble de prestations, un panier de prestations dans le temps, qui sont explicites et donc du coup qui parlent aux médecins. Et chaque composante peut alors être interprétée comme une réalité médicale. Et juste pour compléter ce que disait Anna, c'est douloureux pour ces experts métiers de ne plus piloter en fait la recherche et d'avoir défini préalablement les axes d'analyse. Donc rentrer dans ce type de démarche, ça change vraiment le paradigme, le mode de fonctionnement et le regard qu'on peut porter sur les données qui vont sortir du POC. Et effectivement, c'est souvent ce qu'on rencontre au cours des projets data science, c'est cette difficulté des experts métiers à fonctionner. Et c'est pour ça aussi que la plupart du temps, on choisit des algorithmes qui donnent des résultats explicites, c'est-à-dire qui sont interprétables et qui apportent de la connaissance et de l'expertise nouvelle à ces interlocuteurs métiers. Ça distingue, ces algorithmes se distinguent de la plupart des analyses prédictives qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur les marchés, qui sont en fait des boîtes noires, c'est-à-dire que à l'issue, on a un score, un chiffre d'affaires ou un phénomène, disons un phénomène d'intérêt. Et même si le résultat est très précis, on ne sait pas comment il est calculé. Voire le data scientist qui a conçu l'algorithme et qui l'a mis en œuvre n'est pas capable lui-même d'expliquer pourquoi le résultat est comme ça ou comme ça. Donc là, ici, nous sommes en train de cibler des méthodes qui donnent des résultats explicites justement pour que cette interprétation par les experts métiers puisse être faite. Et une fois que l'interprétation est faite, nous allons chercher les corrélations entre ces différentes composantes santé qu'on a fait émerger des données et les sinistres en prévoyance pour regarder si certaines consommations en santé sont corrélées au risque d'invalidité temporaire, invalidité permanente et autres. Alors, quelles sont les différentes typologies de comportement santé qu'on identifie ? Sans surprise, on identifie des choses que les experts métiers connaissent déjà. Si on passait à côté, ce serait quand même inquiétant. Donc ici, vous allez voir, vous avez la liste des composantes. Bien évidemment, vous allez rencontrer des comportements de consommation, type je vais chez le généraliste, j'ai des soins dentaires, je vais à l'hôpital pour une chirurgie, je consomme des médicaments vignette bleue, vignette blanche, vignette orange. Alors, on découvre aussi des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Donc, comme précisé tout à l'heure, disons, les TMS étaient au cœur du sujet, mais les experts métiers ne savaient pas exactement comment détecter ce type de pathologie dans la population. Et là, chose bizarre, on détecte, donc on fait émerger sans a priori des combinaisons de prestations qui font penser à des pathologies du type TMS et qui ne sont pas forcément intuitives, c'est-à-dire que ce sont des combinaisons qui ont dû faire l'objet d'une interprétation par les médecins qui travaillent chez nous, des médecins qui travaillent chez Malakoff Médéric. Ils ont fait l'objet de recherches auprès du corps médical
pour mettre en évidence que, bien évidemment, il est tout à fait possible que ça puisse pointer des TMS. On a identifié 2 types de TMS. L'une qui concerne plutôt le canal carpien, notamment, les troubles ligamenteux. Et le deuxième type de TMS c'est la consommation qui n'est pas forcément intuitive, d'orthopsie et d'ostéopathe combinés. Et on se rend compte qu'il s'agit d'une pathologie de convergence liée à des douleurs au cou. Et cette association de prestations pointe bien une TMS qui n'a pas été détectée dans les données auparavant. Au-delà de ces nouveautés et de ces comportements qui étaient déjà connus, on identifie 2 pathologies qu'on est incapable d'interpréter à ce stade. Il s'agit d'ailleurs des pathologies qui sont composées d'un panier assez riche de prestations santé. Et on se rend compte à ce moment-là des limites de cette analyse, puisque quand on analyse les comportements de consommation santé dans le temps sur 5 ans, on ne prend pas en compte à ce stade l'ordre des prestations. Or, pour l'interprétation médicale parfaite, il faut savoir si on est d'abord allé à l'hôpital, puis on se fait soigner par l'infirmière, ou si d'abord on se fait soigner par les infirmières et ensuite on atterrit à l'hôpital. Dans les 2 cas, les situations sont extrêmement différentes. Donc il est tout à fait possible que les pathologies type 1 et type 2 que vous voyez à la fin puissent en fait couvrir d'autres pathologies plus riches. Et donc cet exemple montre que, à force d'aborder ces sujets sans a priori, on ne sait pas ce qui va émerger des données et on peut rentrer dans le cadre de ce type d'analyse dans des analyses itératives, c'est-à-dire qu'on a envie de se poser d'autres questions puisqu'on découvre des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Voilà. On identifie évidemment pour chaque composant de santé le coût qu'elle représente, que ce soit pour Malakoff-Médéric ou pour le secteur. On identifie aussi les corrélations avec avec la prévoyance. Hop, voilà, avec notamment l'invalidité et l'incapacité. Et on procède à l'établissement d'atypisme, branche par branche, face à l'ensemble de ces typologies de comportement, de façon ici représentée de façon assez simple. Nous avons toutes les composantes de santé que nous avons identifiées, l'ensemble des secteurs les plus représentatifs couverts par Malakoff-Médéric, et la surexpression ou la sous-expression de chaque composante santé par secteur. Et donc on se rend compte que certaines composantes santé sont plus consommées par certains secteurs que d'autres. Et un secteur donné peut être aussi caractérisé, peut porter une signature en termes de consommation santé, ce qui permet d'aborder ces secteurs avec des orientations en termes de prévention nouvelles et argumentées. Alors, voilà, par exemple, le secteur 1 surconsomme des soins infirmiers. Voilà. Mystère sur ce qu'est le secteur 1. Alors peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on en tire? On en tire, c'est une expérimentation, c'est-à-dire une action un peu pompier sous contrainte. On en tire d'une part des résultats concrets qui ont éveillé l'intérêt des médecins, qui ont éveillé l'intérêt des branches, qui ont été admises comme opérationnel par la direction des risques aussi, et qui a donné lieu à la création de connaissances nouvelles sur les typologies de comportement santé. Ce projet permet de montrer qu'il existe bien des liens entre la santé et la prévoyance et qu'il est tout à fait possible d'exploiter ce type de liens et de déciloter
disons, les systèmes d'information et les organisations pour parler des sujets en commun, qu'il est possible d'avancer dans la qualification des secteurs d'activité sous cet angle-là, et que les données santé et prévoyance, et en particulier santé, sont extrêmement riches. Et si cette première itération analytique permet déjà de dégager des connaissances nouvelles, il est tout à fait intéressant de continuer à creuser dans ce sens, en termes de sinistralité et de connaissances. Bien évidemment, on a vu les limites de ce type d'analyse, dans le sens où elle donne envie d'aller plus loin, d'intégrer notamment la notion de temporalité, l'ordre des consommations, d'élargir le périmètre, puisque effectivement ici on s'est concentré on a pris l'ensemble des données pour l'analyse, mais au final les corrélations santé-prévoyance ont été faites uniquement sur l'intersection des populations. Il faut aller plus loin. Et surtout, il est nécessaire d'aller plus loin en termes de transformation de ce type de résultats en levier opérationnel. Et au-delà de ça, en termes de paradigme nouveau de création de connaissances, ça a pris dans le sens où les experts métiers, lorsqu'ils ont fait face aux résultats, ont compris que leur expertise n'était pas remise en cause. D'ailleurs, les résultats le montrent, leurs connaissances sont prouvées, leurs intuitions sont prouvées aussi, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'on pouvait détecter certaines pathologies. Oui, effectivement, on peut les pointer, on peut trouver des signaux faibles qui les explicitent. Et on peut découvrir aussi des connaissances nouvelles. Et donc, ce qui était intéressant pour nous, c'est à la fois de conduire ce type d'expérimentation très exploratoire, en travaillant conjointement avec la médecine conseil et notre direction santé, et parallèlement d'offrir à nos partenaires de branche des outils et des exploitations de leurs données de portefeuille accessibles, avec des indicateurs facilement compréhensibles et finalement grand public. Donc mener ces différents niveaux de travaux, c'est ce qui est passionnant en ce moment. Donc le défrichage avec des nouveaux outils, nouvelles approches, et puis le travail statistique plus classique, mais en ayant réouvert le cadre et le champ d'analyse. Voilà un petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui sur ce premier travail. Donc on voit que ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de creuser les choses. Et puis ça permet aussi de convaincre notre direction des risques qu'il y avait du potentiel à aller plus loin sur ce type de sujet, au-delà d'analyses plus business, qui était celle qu'on menait jusqu'à présent. Anna, Béatrice, merci. Alors, on a 2 minutes. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui aimerait avoir des précisions ou une question? Pas tous en même temps, parce que après, merci d'allumer. Non, mais ça n'a rien changé d'allumer, en fait. Donc, non, personne n'a de questions. Alors, moi, je vous avoue, ce n'est pas forcément ma spécialité. J'aimerais juste savoir... Pour conclure, aller plus loin, ça veut dire faire quoi concrètement? Ce serait, quand vous dites on pourrait aller plus loin, augmenter la base, c'est juste avoir plus de données, ou c'est dans la façon d'affiner la recherche? Donc c'est dans la structuration de ces données, dans le temps qu'on y alloue, puisque là, on l'a bien dit, on n'a pas analysé la temporalité, le séquençage du dispositif. Donc là, dans les choix méthodologiques, c'est opérer d'autres choix. Et peut-être aussi regarder au-delà du croisement et de l'intersection santé-prévoyance, ce qu'on peut faire sur les risques régime par régime. Donc c'est ça la suite de ces analyses. Peut-être pour compléter un peu, hier on parlait ici de la qualité des données. J'aimerais, disons, non pas contredire ce qui a été dit, mais simplement préciser que quand on s'attaque à ce genre de sujet, on n'a aucune idée de la qualité des données qu'on a. Les analyses qui sont menées en amont permettent de mettre en évidence les différents points qui sont prioritaires pour la mise en qualité des données et pour l'enrichissement de ces bases pour de futures analyses. On préfère partir des questions métiers
pour prioriser la mise en qualité des données, et on part du principe que la qualité des données n'est pas un prérequis pour ce type d'expérimentation. Il s'agit d'un objectif disons qu'on définit une fois que l'analyse a été faite. Et ça change un peu le paradigme aussi de construction des données, c'est-à-dire que c'est le business qui doit driver la construction des bases et la reformulation des questions, et c'est important de l'avoir en tête. Eh ben, merci de cette précision. Bah, écoutez, merci à toutes les deux. Je pense qu'on peut les applaudir.